Vous savez sûrement ce qu'est une lentille. Pas celle qu'on mange, mais celle qui se trouve dans vos lunettes. Une lentille dévie la trajectoire de la lumière. Eh bien, dans notre univers, un phénomène semblable existe, ce qu'on appelle le lentillage gravitationnel. Dans ce cas-là, ce n'est pas une lentille de verre, mais c'est la gravitation elle-même qui va courber la trajectoire de la lumière. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment ça marche. Vous allez voir qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la matière déforme l'espace et le temps. Et c'est cette déformation spatio-temporelle qui va ensuite courber la trajectoire de la lumière. On va aussi discuter comment la première mesure du lentillage gravitationnel a confirmé la validité de la théorie d'Einstein et l'a rendue célèbre dans la foulée. Et puis surtout, on va vous présenter les résultats de notre recherche, où, avec mon groupe, on utilise le lentillage gravitationnel pour mesurer, pour la toute première fois, la somme de la distorsion de l'espace et de la distorsion du temps à différents moments de l'histoire de l'univers. On a comparé cette mesure avec nos prédictions et on a eu une petite surprise. Je m'appelle Camille Bonvin, je suis cosmologiste et professeure à l'Université de Genève et cette recherche a été faite en collaboration avec le docteur Isaac Tutusaus, qui est astronome adjoint à l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse, et avec la docteure Nastasia Grimm, qui est postdoctorante à l'Université de Genève. Commençons par regarder comment le lentillage gravitationnel fonctionne. Lorsque la lumière émise par une étoile lointaine passe près d'un objet massif, comme par exemple le Soleil, la masse du Soleil change légèrement la direction de la lumière. Sa trajectoire est courbée par la présence du Soleil. On dit alors que le Soleil est une lentille, par analogie avec le fait que quand la lumière traverse une lentille, sa trajectoire est courbée. La différence est que pour les lentilles gravitationnelles, ce n'est pas une lentille en verre qui affecte la trajectoire, mais c'est la gravité due, dans notre cas, au Soleil, qui change de direction la lumière. Alors bien sûr, quand on reçoit la lumière, on ne sait pas que la trajectoire a été courbée. On voit la lumière qui vient d'une direction donnée et donc tout naturellement, on conclut que l'étoile se trouve dans cette direction-là. Ce que notre cerveau fait automatiquement, c'est de prolonger la direction d'où on reçoit la lumière pour en déduire où se trouve l'étoile. Parce qu'en fait, on suppose, bien sûr, sans en avoir conscience, que la lumière se propage en ligne droite. Et donc, à cause de la présence du Soleil, on va voir l'étoile dans une mauvaise position. Et on appelle cette mauvaise position l'image. Une question naturelle qu'on peut alors se poser, c'est de combien est-ce que l'image a été déplacée par rapport à la vraie position de l'étoile. Est-ce que l'image se trouve dans une toute autre partie de l'univers que l'endroit où se trouve la vraie étoile? Ou bien est-ce que l'image est juste à côté de l'étoile? Est-ce qu'elle a été juste légèrement déplacée? Alors je vous rassure, c'est le second cas qui est correct, cet effet est petit et donc les images se trouvent relativement proches de la vraie position des sources. Nos cartes de l'univers ne sont pas complètement fausses. Mais même si l'effet est petit, c'est quand même un effet qu'on peut mesurer. En fait, le déplacement entre la vraie position de l'étoile et son image va dépendre de la masse de l'objet qui courbe la trajectoire de la lumière. Plus l'objet est massif, plus la déviation dans la trajectoire de la lumière va être grande et du coup, plus l'image va se retrouver loin de la source. Et ce qui est très intéressant, c'est que la théorie de la gravité de Newton et la théorie d'Einstein, la relativité générale, ne prédisent pas du tout le même déplacement. En fait, selon la théorie d'Einstein, le déplacement est 2 fois plus grand que le déplacement prédit par la théorie de Newton. Pour comprendre pourquoi c'est le cas, on doit comprendre comment fonctionne la théorie de la gravité de Newton et comment fonctionne la relativité générale d'Einstein. Selon la théorie de Newton, un objet massif, comme le Soleil par exemple, crée une force, la force de la gravité qui attire tous les autres objets autour de lui. Cette force agit également sur la lumière. Lorsque la lumière d'une étoile lointaine passe près du Soleil, elle est attirée par le Soleil, ce qui change sa trajectoire. La relativité générale d'Einstein est complètement différente de la théorie de Newton. Selon Einstein, la gravité n'est pas une force, mais une distorsion de l'espace-temps.
La présence d'un objet massif dans l'univers déforme sa géométrie, il crée un puits gravitationnel. Comme on l'a déjà évoqué dans des vidéos précédentes, la présence de ce puits gravitationnel a plusieurs effets. Tout d'abord, si un objet se dirige vers le puits, il va en fait sentir la présence du puits et il va tomber à l'intérieur, comme une pomme tombe d'un arbre sur Terre. Deuxièmement, une planète qui se déplace à une vitesse donnée autour du Soleil va se déplacer de la manière la plus droite possible en suivant les bords du puits. Et donc, le puits gravitationnel va en fait faire tourner la planète autour du Soleil. Et le troisième effet, c'est l'effet du lentillage gravitationnel. Lorsque la lumière passe près du Soleil, elle va ressentir la distorsion créée par le Soleil et elle va suivre cette distorsion. Elle pénètre légèrement à l'intérieur du puits, au bord, ce qui fait qu'elle change en fait de direction. Et ensuite, une fois sortie du puits, la lumière va continuer sa trajectoire en ligne droite. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'en relativité générale, non seulement l'espace est déformé par la présence de matière, mais le temps est aussi déformé. Et la déformation du temps va aussi changer la trajectoire de la lumière. Ce n'est pas du tout facile de se représenter qu'est-ce que ça veut dire, mais si on fait le calcul de la trajectoire de la lumière en relativité générale, eh bien on trouve que la lumière est courbée non seulement par la déformation de l'espace, mais aussi par la déformation du temps. Et donc à cause de ça, la courbure de la lumière est 2 fois plus grande dans la relativité générale que dans la théorie de Newton. Dans la théorie de Newton, il n'y a en fait qu'un seul effet qui courbe la trajectoire de la lumière, qui est la force gravitationnelle. Alors que dans la relativité générale, il y a 2 effets, la distorsion de l'espace et la distorsion du temps. Et en fait, on peut montrer que dans le cas d'un objet comme le Soleil, la déformation de l'espace et la déformation du temps qui vont être créées sont les mêmes. Et donc, si on fait la somme de ces 2 effets, on va trouver que la courbure de la lumière est 2 fois plus grande dans la théorie de la relativité générale que dans la théorie de Newton. Ce résultat, cette différence entre la théorie d'Einstein et celle de Newton est très important. C'est l'un des premiers moyens qui était utilisé pour tester la théorie de la relativité générale. Des expéditions scientifiques ont été organisées à travers le monde pour réaliser ce test, pour mesurer la déviation de la lumière et pour comparer cette mesure avec la prédiction d'Einstein. Diverses expéditions ont échoué, d'abord à cause des conditions météo, à cause du mauvais temps, puis plus tard à cause de la Première Guerre mondiale. Mais finalement, en 1919, une expédition organisée par Dyson et dirigée par Eddington a réussi à mesurer la déviation de la lumière créée par le Soleil. Pour que la lumière soit déviée de manière significative, elle doit passer très proche du Soleil avant de nous parvenir. Le problème, c'est que comme le Soleil est très brillant, il est impossible de voir les étoiles qui se trouvent presque derrière lui. Sauf dans une occasion très particulière, lorsque le Soleil est caché par la Lune lors d'une éclipse solaire. Eddington et son collègue se sont donc rendus sur l'île ouest africaine de Principe pendant une éclipse solaire et ils ont mesuré avec précision la position d'étoiles qui se trouvent proches du Soleil. Ensuite, ils ont comparé ces positions avec les positions de ces mêmes étoiles à un autre moment de l'année, la nuit, quand le Soleil n'est pas devant elles et donc quand leur lumière n'est pas courbée. Et à partir de là, ils ont pu mesurer la différence entre l'image, lorsque le Soleil agit comme une lentille, et la véritable position des étoiles lorsque le Soleil n'est pas là. Et ils ont trouvé la valeur prédite par Einstein, c'est-à-dire le double de la valeur qui avait été prédite par Newton. Et ça a été un énorme succès pour la théorie de la relativité générale et bien sûr pour Einstein lui-même. Depuis cette toute première mesure, le lentillage gravitationnel a été mesuré par tout un tas d'expériences et aussi pour tout un tas de types de sources différentes. En fait, le lentillage gravitationnel crée des phénomènes qui sont très étranges dans notre univers.
De manière générale, on peut séparer le lentillage gravitationnel en deux classes, ce qu'on appelle le lentillage gravitationnel fort et le lentillage gravitationnel faible en fonction de la force avec laquelle la trajectoire de la lumière est déviée. Et dans le lentillage gravitationnel fort, en fait, la trajectoire de la lumière est tellement déviée qu'on va avoir la création de plusieurs images associées à une seule source. Normalement, lorsqu'une source brille, la lumière est émise dans toutes les directions autour d'elle. Mais un observateur ne va en fait recevoir que la lumière qui est émise dans sa direction. Maintenant, si on a une lentille gravitationnelle, ça change la donne. Comme la lumière est déviée, il y a des cas où les particules de lumière, qui sont émises dans des directions différentes, arrivent toutes à l'observateur à cause de la déviation due à un objet très massif, comme par exemple un amas de galaxies. Et donc dans ce cas, l'observateur va voir la lumière qui provient de différentes directions, et dans chacune de ces directions, il va en déduire qu'il y a une source. Il va donc voir plusieurs images de la même source, ce qui est quand même assez fascinant. Et dans le cas très rare où la source, la lentille et la Terre sont tous exactement alignés, l'effet est encore plus dramatique parce que ça va créer des images tout autour de la lentille qui forment une sorte d'anneau. Et on appelle en fait une telle image l'anneau d'Einstein. Sur cette image, vous pouvez voir un exemple d'images multiples, donc les différents points lumineux sont toutes des images de la même source que l'on voit plusieurs fois. Et ici, sur cette image, vous voyez un exemple où on a un anneau d'Einstein qui a été créé. Ce qu'on vous a montré ici, c'est ce qui se passe pour le cas d'une lentille forte. Regardons maintenant ce qui se passe pour une lentille faible. Une lentille faible, c'est une lentille qui cause une faible déviation, trop faible pour créer plusieurs images. Dans ce cas, on voit une seule image de la source, mais la position de cette image est déplacée par rapport à la vraie position. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ce déplacement, la forme de la source est également déformée. Supposons qu'il existe une galaxie de forme elliptique et qu'entre la galaxie et nous, il y a une amas de galaxies qui courbe la trajectoire de la lumière. Les différents rayons lumineux émis par la galaxie ne suivent pas exactement la même trajectoire. Certains passent plus près de l'amas que d'autres. À cause de ça, les rayons lumineux ne sont pas tous courbés de la même manière. Les rayons qui passent plus près de l'amas sont plus courbés que ceux qui passent plus loin. Et ça modifie la forme de la galaxie. La galaxie apparaît plus allongée qu'elle ne l'est en réalité. Elle a été étirée par le lentillage gravitationnel. Plusieurs missions ont été conçues pour mesurer cet étirement de la forme des galaxies. Et les missions plus récentes sont la mission KIDS et le Dark Energy Survey. Donc ces missions ont mesuré très précisément la forme de centaines de millions de galaxies pour pouvoir en extraire l'effet du lentillage gravitationnel. Et ça a marché, elles ont mesuré l'effet. Ensuite, ce que ces missions ont fait, c'est d'utiliser cette mesure du lentillage gravitationnel pour en déduire la quantité de matière qu'il y a dans l'univers. Parce que plus la quantité de matière qu'on a entre les sources, les galaxies qu'on observe et nous est grande, plus l'étirement dans la forme des galaxies va être importante. Donc on peut utiliser l'étirement de la forme des galaxies pour trouver la quantité de matière qu'on a. Et ce que ces missions ont observé, c'est qu'il y a en fait 5 fois plus de matière dans l'univers que ce qu'on peut voir. En fait, la quantité de matière qui dévie la trajectoire de la lumière et crée cet étirement des galaxies est 5 fois plus grande que la matière qu'on peut voir avec nos télescopes. Et cette matière cachée, cette matière manquante, c'est ce qu'on appelle la matière noire. On ne sait pas ce que c'est la matière noire, on n'a jamais détecté une particule de matière noire, mais on ressent sa présence au travers de la gravitation et en particulier au travers de la déviation de la trajectoire de la lumière. La matière noire n'a pas été découverte grâce au lentillage gravitationnel. Son existence a été postulée bien avant, dans les années 30, quand Zwicky a découvert que les galaxies se déplacent trop vite dans l'amas du coma.
Zwicky a donc postulé l'existence de la matière cachée, de la matière noire, qui accélère les galaxies au travers de l'interaction gravitationnelle. Le lentillage gravitationnel est une confirmation splendide de l'existence de la matière noire. Dans notre étude avec Isaac et Camille, nous avons utilisé ces mêmes mesures, celles qui ont été faites par le Dark Energy Survey, mais nous avons directement mesuré la déformation de l'espace et du temps. On a utilisé des centaines de millions de galaxies et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu directement mesurer comment les déformations spatio-temporelles grandissent au cours de l'histoire de l'univers. C'est une mesure qui n'a jamais été faite jusqu'à présent et qui est très utile pour tester les lois de la gravitation. On peut, en effet, regarder si la profondeur des puits gravitationnels croît avec le temps comme Einstein a prédit. Et ce qu'on a trouvé est très intéressant. On a trouvé que les distorsions spatio-temporelles qu'on a mesurées sont presque comme prédites par la relativité générale d'Einstein, mais pas tout à fait. Regardons les choses un peu plus en détail. Sur ce graphe, sur l'axe horizontal, on a le temps. En regardant des galaxies à différentes distances, on peut en fait remonter le temps et mesurer les distorsions spatio-temporelles dans le passé. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est de faire cette mesure à 4 instants de l'histoire de l'univers. On a mesuré la distorsion spatio-temporelle il y a 3,5 milliards d'années, 5 milliards d'années, 6 milliards d'années et 7 milliards d'années. Et voilà ici nos mesures. Comme nos expériences ne sont pas infiniment précises, on a des barres d'erreur. On mesure les distorsions avec une certaine précision. On compare alors ces mesures avec les prédictions dans la théorie d'Einstein. Ça, c'est cette ligne rouge. La prédiction a aussi une imprécision parce qu'elle dépend en fait de certains paramètres qu'on ne connaît pas parfaitement. Et cette imprécision, elle est représentée par la bande autour de la prédiction. Et donc, ce qu'on voit sur ce graphe, c'est que les mesures sont un peu plus petites que la prédiction. Les puits gravitationnels semblent être un peu moins profond que prévu. Et ça se passe surtout à 3,5 et à 5 milliards d'années. Vous allez vous dire, génial, donc Einstein avait tort, la théorie de la relativité générale ne marche pas. En fait, non, on ne peut pas conclure cela de nos mesures, tout simplement parce que, étant donné les barres d'erreur, les imprécisions qu'on a sur nos mesures, la différence entre la mesure et la prédiction n'est pas significative. Ça veut tout simplement dire que cette différence n'est pas assez prononcée, n'est pas assez importante pour qu'on puisse conclure sans aucun doute qu'on a trouvé quelque chose de nouveau. Mais même si cette mesure ne remet pas en cause la théorie de la relativité générale, elle est quand même intrigante. On se pose quand même la question, est-ce que réellement les distorsions spatio-temporelles sont plus petites dans notre univers que prédites par la théorie de la relativité générale? Si c'est le cas, alors des mesures plus précises avec des barres d'erreur qui seront plus petites vont confirmer ce qu'on a trouvé. Et donc on attend avec impatience pour cela le satellite Euclide qui va être capable de faire ces mesures avec plus de précision. Une autre possibilité, c'est qu'il y a quelque chose dans nos données ou dans nos prédictions théoriques qu'on ne comprend pas parfaitement bien. Et qu'à cause de ça, artificiellement, on a l'impression que les mesures sont plus petites que les prédictions. Donc pour l'instant, on ne sait pas dans quel cas de figure on se trouve. Ce genre de choses arrive en fait assez souvent en science. On voit quelque chose d'intéressant, d'intriguant dans nos mesures et on se rend compte qu'on a besoin de plus de données, plus précises, prises aussi avec un instrument différent pour pouvoir conclure vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et donc on espère beaucoup qu'Euclide va pouvoir répondre à cette question. Entre-temps, dans une prochaine vidéo, on va discuter plus en détail de la conséquence de cette nouvelle mesure qu'on a faite avec mon groupe.
On va aussi explorer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la significance d'une mesure. Comment est-ce qu'on décide si la différence entre une mesure et une prédiction est suffisamment grande pour qu'on puisse se dire sans aucun doute « Ah, cette théorie n'est pas valable, on a trouvé en fait quelque chose de complètement nouveau ». C'est quelque chose qui est très important et qui guide en fait toute notre démarche scientifique. Abonnez-vous pour être tenu au courant.